Alors, bonjour à tous, on va pouvoir démarrer. Donc, je suis Stéphane Sorbe, sous-directeur des politiques sectorielles à la Direction générale du Trésor. Et on est très content de vous accueillir ici à Bercy et en visio pour ce séminaire NAS. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le séminaire, hein, c'est un séminaire qu'on co-organise avec l'autorité de la concurrence et qui a pour but de confronter les points de vue d'économistes et de juristes sur des sujets de politique de la concurrence. Et donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est les pratiques anticoncurrentielles sur le marché du travail. Voilà, donc un sujet très intéressant. Alors voilà, dont on a beaucoup parlé, notamment aux États-Unis, sur toutes les questions de clauses de non-concurrence, dont moi, à titre personnel, j'ai entendu un peu moins parler en France et en Europe. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis très content, très intéressé de vous écouter aujourd'hui. Et donc nous avons pour deux intervenants de grande qualité pour animer les débats aujourd'hui, Antoine Winkler et Andrea Bassanini, donc que je laisserai Sophie vous présenter plus en détail. Et donc pour modérer les débats, Sophie Ozil, qui est chef de département à la DARES et qu'on est très content de revoir ici aujourd'hui. Alors peut-être quelques petites instructions un peu techniques avant de laisser la parole à Sophie. Donc pour les gens qui sont dans la salle, il y aura une session de questions-réponses après les interventions des intervenants. Pour les gens qui sont en visio, d'abord j'espère que ça marche. Et ensuite, vous avez un onglet questions normalement dans lequel vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et elles seront prises à la fin, traitées à la fin, après les interventions des intervenants. Et vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez signaler s'il y a des problèmes techniques, par exemple, qu'on essaiera de résoudre au plus vite. Voilà, donc sans plus attendre, bienvenue à tous encore une fois. Merci aux intervenants et à Sophie. Et je laisse la parole à Sophie pour continuer. Il fonctionne. Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce premier séminaire NAS de l'année 2023. Donc je suis ravie qu'on ait pensé à moi pour l'animation de ce séminaire. Donc pour me présenter, j'ai été pendant 3 ans la chef du bureau concurrence numérique et logement de la DG Trésor, qui assure le secrétariat de ce séminaire. Et depuis 2 ans, je me suis un peu éloignée de ces sujets puisque j'ai rejoint la direction statistique et études du ministère du Travail, la DARES, où je m'occupe de thématiques en lien avec l'assurance chômage. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est un peu à la croisée de ces deux mondes, la concurrence d'un côté, le marché du travail de l'autre, puisque nous avons 2 heures ce matin pour tenter de cerner ce très beau sujet d'actualité que sont les pratiques anticoncurrentielles sur le marché du travail. Donc pour nous éclairer, conformément aux règles du séminaire, nous avons l'honneur d'accueillir un économiste et un juriste de la concurrence pour confronter les points de vue de ces deux disciplines. Donc Maître Antoine Winkler, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de la concurrence et associé dans le cabinet Cléry Gottlieb. Vous êtes également membre du comité de pilotage de ce séminaire et vous disposez d'une précieuse expérience pratique de l'application du droit de la concurrence en France et en Europe. Et docteur Andrea Bassanini, vous êtes économiste à l'OCDE au sein de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales. Vous êtes notamment rédacteur en chef de l'ouvrage annuel sur les perspectives de l'emploi de l'OCDE. Et parmi vos travaux, vous avez notamment travaillé sur la concentration sur le marché du travail et ses conséquences sur les salaires et les conditions de travail. Donc, la politique de la concurrence, elle a pour objectif premier de permettre le bon fonctionnement des marchés et ainsi protéger les consommateurs. On le sait, le marché du travail n'est pas un marché tout à fait comme les autres. Et comme il est régi par des règles spécifiques, le droit du travail en l'occurrence, il est parfois un peu oublié dans l'application de la politique de concurrence telle qu'elle s'applique au marché des produits. Donc, dans certains cas, c'est pour de bonnes raisons. Lorsque, par exemple, on exempte l'action syndicale, la négociation collective sur les conditions de travail ou l'emploi, de l'application de règles de concurrence, en l'occurrence, par exemple, celles qui interdisent les ententes, au regard de l'objectif social qui est la protection des travailleurs. Mais il arrive aussi que des pratiques anticoncurrentielles soient mises en œuvre ou favorisées par une structure de marché monopsonistique, c'est-à-dire que l'entreprise, en tant qu'acheteuse de travail, dispose d'un pouvoir de marché sur les travailleurs.
Et dans ces cas-là, l'entreprise peut être en mesure d'imposer un salaire plus bas ou des conditions de travail dégradées sur son marché du travail local. Ces situations peuvent nuire aux intérêts des travailleurs et aussi à la concurrence avec les autres entreprises. Et elles sont d'autant plus présentes dans un monde désyndicalisé. Parmi ces pratiques, dont certaines sont légales, on peut relever par exemple les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail qui restreignent la mobilité des salariés vers d'autres entreprises d'un même secteur. Et peuvent freiner les salaires. Et d'autres pratiques relèvent d'ententes injustifiables, comme des accords entre entreprises de fixation des salaires ou de non-débauchage. Enfin, les fusions entre entreprises peuvent aussi renforcer le monopsone sur le marché du travail et porter atteinte au pouvoir de négociation des salariés. Donc ces situations, si elles ont été finalement assez peu sanctionnées en tant que telles par les autorités de concurrence par le passé, elles reçoivent aujourd'hui une attention plus marquée. Ainsi, début janvier, Lina Khan, la présidente de la Federal Trade Commission, la FTC aux États-Unis, a annoncé vouloir interdire les clauses de non-concurrence. Elle estime que ces clauses réduisent les salaires américains de l'ordre de 250 à 300 milliards de dollars par an. D'autre part, au-delà du cadre classique de la relation employeur-salarié, on a assisté depuis une quinzaine d'années à la généralisation de nouvelles formes d'emploi avec le développement du travail indépendant et des plateformes numériques. Le travailleur indépendant, considéré juridiquement comme une entreprise, est en théorie soumis aux droits des ententes et son action syndicale est par conséquent assez limitée. Mais les choses changent et la Commission européenne a révisé en octobre ses lignes directrices permettant d'exempter les accords collectifs de certains travailleurs indépendants de l'application stricte du droit de la concurrence. Donc, dans un premier temps, je laisserai la parole à Maître Winkler et Dr Bassanini pour nous présenter quelques éléments de cadrage théorique sur les pratiques anticoncurrentielles et la situation sur le marché du travail. Et ensuite, on discutera de la situation aujourd'hui dans les pays de l'OCDE et l'intervention des autorités de concurrence et leurs outils. Et enfin, dans une dernière partie, on discutera des politiques mises en place et à mettre en œuvre avec un éclairage particulier sur la situation des travailleurs indépendants par rapport aux travailleurs salariés. Donc, comme Stéphane l'a indiqué, on prendra des questions peut-être à la fin de chaque partie, à la fois en ligne et dans la salle. Donc, pour commencer, revenons au fondement théorique de la situation du monopsone et comment elle peut s'appliquer et pourquoi elle peut s'appliquer au marché du travail. Maître de Winkler, je vous laisse nous présenter les différents types de pratiques anticoncurrentielles qui existent. Volontiers, merci beaucoup. Merci de m'accueillir au séminaire NAS. Donc, je m'appelle Antoine Winkler et je suis associé dans un cabinet qui s'appelle Cléry Gottlieb et je travaille entre Bruxelles et Paris. Je crois que votre question est exactement la bonne. Je crois qu'il faut, pour comprendre l'enjeu en termes de droit de la concurrence et en termes de marché du travail, se poser la question de savoir quelles sont les principales pratiques qui ont été visées et pourquoi les entreprises les adoptent. Alors, quelles sont les principales pratiques qui ont été visées par le droit de la concurrence dans le passé? Je crois que c'est essentiellement trois types de pratiques. La première, la plus évidente en termes de droit de la concurrence strict, c'est la fixation entre entreprises des conditions de travail, c'est-à-dire le salaire, c'est-à-dire des choses comme la durée du travail, les conditions du travail. Ça, c'est une première famille de pratiques qui a été suivie par les autorités de la concurrence dans le passé. Deuxième famille de pratiques, c'est ce qu'on appelle le no poaching en anglais, c'est-à-dire la non-sollicitation. Les entreprises se mettent entre elles, en général les entreprises concurrentes se rencontrent et se mettent d'accord pour ne pas solliciter les employés qui travaillent ou ont travaillé pour leurs concurrents. Ça, c'est ce qu'on appelle le no-poach et donc la non-sollicitation en français. Entre parenthèses, c'est un sujet qui est très, très chaud
en ce moment aux États-Unis, puisque la semaine dernière, le DOJ a lancé des inculpations pénales contre des individus, des responsables d'entreprise qui s'étaient entendus sur la non-sollicitation. Troisième catégorie, une troisième famille de pratiques qui a été suivie par les autorités de la concurrence, c'est les clauses de non-concurrence elles-mêmes. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit dans les contrats de travail des clauses qui sont négociées ou imposées aux employés, leur interdisant de travailler pour un concurrent à la fin de leur contrat de travail. Il peut aussi s'agir de clauses de non-sollicitation, c'est-à-dire qu'on a interdit à l'employé d'aller solliciter les clients de l'entreprise qu'il quitte. Troisième petite variation sur le même thème des clauses de non-concurrence, c'est tout le monde des clauses de confidentialité. On peut se poser la question de savoir quel est le rapport entre la confidentialité et la non-concurrence. Il y a souvent dans les contrats des clauses qui interdisent aux employés, lorsqu'ils quittent de nouveau leur emploi, d'utiliser le savoir-faire, de divulguer des informations à leur nouvel employeur. Souvent, ça marche quand ces clauses sont très strictes, ça marche comme une clause de non-concurrence en pratique. Voilà, ça c'est en gros de quoi on parle aujourd'hui. Peut-être que demain, il y aura d'autres manières de regarder les rapports entre droit de la concurrence et monde du travail, mais pour le moment, c'est ça le sujet. Alors, pourquoi est-ce que les entreprises appliquent ces types de clauses? Ça vaut la peine de se le poser. Ce n'est pas forcément parce que le monde du capital est méchant. Il y a des raisons qui, quelquefois, sont des raisons parfaitement respectables et crédibles. Moi, je voudrais de nouveau en mentionner trois. La première, c'est tout ce qui se rapproche de la propriété intellectuelle. Bien sûr, il y a des droits de la propriété industrielle et intellectuelle, comme par exemple le droit des brevets ou le copyright, qui permettent de protéger le savoir dans lesquels les entreprises ont investi. Mais il y a beaucoup de cas dans la vie pratique dans lesquels ces protections-là ne jouent pas, ne peuvent pas jouer. Et c'est tout ce qui touche au domaine du savoir-faire en particulier. Si on parlait avec Thibault il y a 2 minutes du monde des consultants en économie industrielle. Eh bien, lorsque, par exemple, vous rachetez un groupe de consultants, toute la valeur de la boîte est dans les individus qui constituent cette firme de consultants. Si ces gens-là peuvent partir le lendemain et appliquer tout ce qu'ils ont appris ou constitué comme à la fois base de clientèle, mais aussi savoir-faire, c'est un sérieux problème pour l'entreprise elle-même. Et c'est pour ça que dans le monde des professions libérales, par exemple, je pense au mien aussi, celui des avocats, il y a pratiquement toujours, au moins pour les associés, peut-être pas pour les gens qui rentrent, des clauses de non-concurrence qui prévoient, par exemple, ce qu'on appelle des garden leave, c'est-à-dire une période pendant laquelle vous ne pouvez pas, si vous quittez l'association dans laquelle vous travaillez, vous ne pouvez pas travailler pour un concurrent pendant une période de temps. Ça, c'est vrai pour les professions libérales, mais c'est vrai aussi dans des tas d'autres domaines. Pensez à la recherche médicale, pensez même à des tas d'autres métiers, comme par exemple l'industrie du luxe, dans lesquels on demande, par exemple, aux distributeurs indépendants d'investir dans la formation de leurs employés. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui représente un effort d'investissement pour l'entreprise, quelquefois considérable. Et bien entendu, cet investissement ne peut avoir lieu que si, dans une certaine mesure, il y a une contrepartie chez l'employé que vous avez formé qui ne va pas repartir le lendemain pour ouvrir la même boutique à 10 mètres de celle dans laquelle il travaillait.
Donc, il y a des tas de cas dans lesquels le savoir-faire et l'incitation à investir sont liés à la possibilité pour les entreprises de défendre l'investissement qu'ils réalisent. Troisième type de justification que l'on rencontre dans le monde réel, et alors là très très souvent, c'est toutes les opérations de fusion-acquisition. Dans toutes les opérations de fusion-acquisition, les deux entreprises, il y en a une qui vend, l'autre qui achète un actif industriel. Bien entendu, celui qui achète, par exemple, la firme de consultants économiques, va accepter de payer un prix, souvent un prix très élevé. Lorsque toute la valeur de ce qu'il achète est, encore une fois, dans les individus qui forment la société qu'il achète, il voudra des protections. Il voudra des protections, et en particulier, je prends l'exemple, par exemple, du monde du software, dans lequel il y a les clauses de non-concurrence sont extrêmement courantes. Pourquoi? Eh bien, parce que n'importe quoi, quand Facebook rachète WhatsApp, il veut s'assurer que les mêmes employés de WhatsApp ne vont pas créer un TikTok ou l'équivalent le lendemain du jour où il l'a payé, je ne sais plus combien, je crois que c'est 50 milliards pour la boîte. Parce que là, encore une fois, dans le monde du software en particulier, dans lequel l'application du copyright a une valeur limitée pour tout ce qui est software, la valeur de la boîte que vous achetez, c'est les ingénieurs software qui vont avec l'actif industriel. Donc, c'est des justifications qui ne sont pas, je crois même en termes d'analyse économique, ce ne sont pas des justifications qui sont risibles ou qui relèvent uniquement du souci d'augmenter la rente des entreprises qui insistent sur ces clauses de non-concurrence. Il y a des bonnes raisons pour le faire. Donc, propriété intellectuelle, investissement spécifique dans la formation ou fusion-acquisition. Voilà, j'ai parlé déjà beaucoup trop longtemps, pardon. Je crois que ça, c'est pour moi le cadre de la discussion. Merci beaucoup. Peut-être une petite question qui trouvera sa réponse dans la suite du séminaire, c'est comment, d'un point de vue juridique, déterminer le juste milieu entre la protection légitime des intérêts de l'entreprise et un abus de pouvoir sur les salariés. Donc, Monsieur Bassanini, je vous passe la parole pour la définition des concepts économiques du sujet, donc le monopsone, la concentration. Il faut la prochaine. Ah, voilà, parfait. Alors, merci beaucoup. En fait, merci de m'avoir ici. Alors là, j'arrive avec un point de vue, comment dire, totalement différent. Et donc, je préfère faire un pas en arrière, si on peut. Donc, tout ce que je préférerais, ça vient du travail qu'on a fait, on est en train de faire. Tout ça vient du travail qu'on a fait, merci. Du travail qu'on a fait, on vient de faire à l'OCDE sur les monopsones et la concentration dans le marché du travail, donc notamment un chapitre qui est sorti sur perspective de l'emploi l'année dernière. Donc là, pour ma première intervention, voyons voir si j'arrive à faire marcher. Alors, pour ma première intervention, en fait, je voudrais cadrer en seconde pour être sûr qu'on parle les mêmes langages. Et donc, parce qu'on peut se référer à monopsone d'une différente façon, donc j'imagine, oui, mais parfois, surtout dans les contacts avec le monde juridique, parfois on se rend compte qu'on voit les choses de façon différente. Donc, en économie du travail, pour monopsone, on préfère plutôt parler des concurrences monopsonistiques sur le marché du travail. On parle d'une situation qui est à l'opposé de la concurrence parfaite, une situation dans laquelle l'entreprise peut avoir un degré d'arbitrage sur définir les salaires et par conséquent aussi, bien évidemment, l'emploi. Or, dans la concurrence parfaite, l'entreprise est simplement un price taker, ou si on veut dire, les salaires sont fixés par les marchés. C'est-à-dire, tout banalement, un graphique banal qui représente la concurrence parfaite. On a une courbe des demandes de travail qui est inclinée vers les bas. Et par contre, du point de vue de l'entreprise, la courbe d'offre de travail est horizontale. C'est-à-dire, si l'entreprise essaye de baisser les salaires, elle va perdre tous ses salariés. Donc, on parle d'une élasticité
des séparations, une élasticité des travail qui est infinie par rapport au salaire. Ça veut dire que si l'entreprise a un choc sur sa productivité, par exemple, sur sa demande, et donc un choc de demande de travail, va agir uniquement sur l'emploi et ne peut pas agir sur le salaire. Dans une condition de concurrence monopsonistique, qui peut intervenir, et donc c'est ça une chose que je vais reprendre du recul par rapport aux pratiques anticoncurrentielles, en fait, il y a plein d'éléments dans le marché du travail qui peuvent déterminer une situation de concurrence monopsonistique en absence de toute pratique spécifique volontaire de la part des entreprises. Par exemple, simplement, imaginez un marché relativement rural dans lequel les entreprises sont relativement distantes sur le même marché l'un de l'autre. Eh bien, les salariés, selon où ils habitent, ils préféreront peut-être faire un peu moins de transport et dépenser un peu moins en essence que et donc préférera plutôt, selon où ils habitent, sera disposé à payer un peu moins, à s'être payé un peu moins pour travailler plus proche. Donc, l'entreprise se retrouve avec une courbe d'offre de travail qui est inclinée positivement. Cela veut dire que donc, les coûts, plus on a embauche et plus on doit payer cher. Et donc, on a une courbe de coûts de travail qui est supérieure à la courbe rouge dans le graphique. Et donc, le résultat sera que l'entreprise fixera comme emploi les niveaux qui croisent la courbe de coût du travail avec la courbe de productivité du travail, et le résultat fixera sur cette courbe après les salaires qui est impliqué par la courbe d'offre de travail. Cela veut dire, en gros, que l'entreprise peut baisser ou augmenter les salaires sans perdre tous ses salariés. Donc, on a une élasticité des séparations, si on veut, de l'emploi par rapport au salaire qui reste fini et donc, dans certains cas, relativement limité. Pourquoi cela est important? Parce que la façon dont on mesure classiquement la présence d'une monopsone ou d'une concurrence monopsonistique, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas nécessaire d'avoir un monopsone complet, d'avoir une seule entreprise dans le marché. La façon dont on la mesure est en estimant cette élasticité de séparation en cas d'un choc sur les salaires. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits, ça fait plusieurs années que dans la littérature estime ces effets, et chaque fois qu'on les cherche, on trouve des élasticités qui sont très bas. En fait, ce sont des élasticités qui sont typiquement inférieures aux 10. Il y a même des travaux sur les marchés des plateformes qui trouvent des élasticités inférieures à 1. C'est-à-dire, si on se base sur ces évidences empiriques, en fait, la concurrence monopsonistique est l'état normal du marché du travail, et la concurrence parfaite, c'est rien d'autre qu'un aspect, comment dire, théorique qu'on utilise sur les livres de texte du premier cours d'économie du travail. Alors, donc, pour estimer, par contre, ce type de modèle, ça demande beaucoup de données et ça demande, comme on l'a dit, d'avoir une variation, un choc exogène sur l'entreprise, par exemple sur sa demande de travail, pour observer effectivement, pouvoir estimer d'une façon exogène l'effet sur les séparations, étant donné la politique salariale de l'entreprise. Cela, bien évidemment, est relativement difficile et ça ne permet pas de pouvoir l'utiliser dans toutes les situations qu'on voudrait l'utiliser. C'est pour cette raison que récemment, avec l'amélioration des données, on a eu beaucoup de travaux sur la concentration dans les marchés du travail. Pourquoi la concentration? Parce qu'on s'attend que la concentration soit un déterminant principal de la concurrence monopsonistique. C'est-à-dire, on s'attend que quand il y a peu d'entreprises dans un marché, eh bien, les options alternatives pour les salariés seront limitées et donc nécessairement, les salariés auront peu d'alternatives et l'employeur pourra facilement baisser un peu les salaires sans perdre tous ses salariés.
Alors, et donc c'est pour cette raison, et donc on en parlera après, qu'on a eu beaucoup d'études sur la concentration, parce que sur la concentration, cela permet d'aller dans des marchés spécifiques et pouvoir mesurer des niveaux de concentration. Il faut de toute façon garder en tête que par contre, comme on l'a dit, il y a aussi des pratiques anticoncurrentielles et donc on peut, la concentration et monopsone, ce n'est pas nécessairement la même chose. C'est-à-dire on peut avoir du monopsone même en absence des concentrations, par exemple, si les entreprises pratiquent de façon agressive des clauses de non-concurrence. Et à l'inverse, on peut avoir une situation de concentration dans lesquelles les marchés sont très contestables et donc dans lesquelles, en fait, on s'approche, on reste dans une situation proche de la concurrence parfaite. Donc, je pense que dans ma prochaine intervention, je vous parlerai de nos résultats sur la concentration, mais pour l'instant, je pense que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. Peut-être une question sur le lien entre les deux marchés sur lesquels opère l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être en situation de monopsone sur le marché du travail alors qu'on fait face à une concurrence forte sur le marché des produits, et quel est le lien entre ces deux situations? Merci. Alors, ça, c'est une très bonne question. Bien évidemment, il est plus facile d'être en régime de monopsone si on est aussi dans une situation de manque de concurrence sur le marché des produits, mais cela n'est pas nécessairement le cas. Alors, l'exemple le plus simple, qui n'est pas un exemple de marché du travail, mais que ça marche très bien, avec les marchés des denrées agricoles. En fait, typiquement, sont vendus sur les denrées agricoles de base sont vendus sur un marché global qui est proche de la concurrence parfaite. Or, souvent, les centrales d'achat locales sont les seuls acheteurs sur un marché relativement restreint. Donc, dans ce cas-là, on est en situation de monopsone sur ces marchés agricoles parce qu'il y a un seul acheteur et c'est très difficile pour un vendeur de pouvoir vendre ailleurs ou un autre, dans le court terme. C'est très difficile pour quelqu'un de s'insérer sur ces marchés. Par contre, les marchés des produits restent parfaitement concurrentiels. En même temps, il faut avoir en tête que les marchés des produits n'est pas exactement la même chose que les marchés du travail. C'est-à-dire, dans les fameux cas qui ont fait histoire au début des années 2000 sur les pactes de non-débauchage qui avaient été signés par plein d'entreprises techniques de la Silicon Valley, il s'agissait d'entreprises qui parfois ne faisaient pas concurrence sur le marché des produits. Par exemple, il y a eu un accord entre Apple et Pixar pour ne pas débaucher ses travailleurs. Or, l'un est dans les marchés cinématographiques et l'autre est, on le connaît tous, dans les marchés d'ordinateurs et du software. Donc, dans ces cas, en fait, simplement parce que les types de travailleurs étaient les mêmes, même si les deux marchés sont complètement différents. Et effectivement, on parlera après des pratiques. C'est très important de garder les deux choses distinctes parce que sinon, on risque de s'occuper uniquement des marchés des produits, uniquement quand souvent est le cas, quand les marchés des produits et les marchés du travail qui est derrière sont exactement la même chose. Merci beaucoup. Peut-être à l'issue de ce premier cadrage théorique du sujet, est-ce qu'il y a des questions? Je vais poser des questions du Livestorm, si ça vous va. On en a une de Gilles qui s'adresse à vous, Maître Winkler. On demande si vous pensez que les clauses individuelles de non-concurrence post-contractuelle sont adaptées à l'intérim. Notamment incluant la confidentialité liée au savoir-faire, et la question continue en se demandant où se situeraient les responsabilités. Est-ce que ce serait plutôt du côté de l'agence d'intérim ou du client qui la demande? C'était vraiment une question très très spécifique à laquelle, pour vous dire la vérité, ça vaut le coup d'y réfléchir un peu avant de répondre comme ça. D'abord, j'imagine que ce que sous-entend la question, c'est qu'est-ce qui se passe si les agences d'intérim se parlent entre elles et s'entendent sur des clauses de non-sollicitation. Là, évidemment, c'est couvert par le droit de la concurrence. Ça, c'est ma réaction immédiate. C'est couvert par le droit de la concurrence.
dans la mesure où notamment il n'y a pas de doute sur le fait que les agences d'intérim sont entre elles en concurrence. Et on n'a pas à se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe s'il s'agissait de deux entreprises qui ne sont pas directement concurrentes, mais qui le sont du côté, c'est une espèce de marché biface, s'ils le sont du côté du marché du travail, qui serait une question compliquée, à mon avis, en droit de la concurrence. Bon, ça, c'est une première chose. Là, ça serait couvert par le droit de la concurrence, il ferait quelque chose d'illégal. Je vous donne ma réaction immédiate. Qu'est-ce qui se passe en revanche, et il y a des questions qui se posent régulièrement, c'est qu'est-ce qui se passe si le sujet est un peu différent, c'est chaque agence d'intérim individuellement impose des clauses de non-concurrence à ses propres employés. Le résultat est en gros exactement le même, puisque les employés eux-mêmes ne peuvent pas bouger entre agences d'intérim. D'ailleurs, le plus souvent, c'est entre l'employeur intérimaire et l'agence d'intérim. L'effet est exactement le même, mais la vraie question qui m'intéresse moi en tant que juriste de la concurrence, c'est que c'est pas évident que ça soit couvert par, vous savez, la grande catégorie du droit de la concurrence, c'est le droit des cartels, le droit des abus des positions dominantes et les concentrations entre entreprises. Or, ces trois familles de règles, je vois mal s'appliquer à des questions purement de clauses de non-concurrence qui sont imposées entre un employeur et son salarié. Et ça ouvre un débat juridique intéressant, c'est comment couvrir ce type de pratiques. Est-ce qu'elles le sont et comment les couvrir s'il faut les couvrir? Aux États-Unis, il y a tout un débat sur l'application de ce qu'ils appellent la Section 5, la section 5 du Sherman Act, qui avait été complètement abandonné par le DOJ et la FTC jusqu'à l'élection de M. Biden. En gros, c'est un type de règles qu'on n'appliquait pas, que les agences n'appliquaient plus. La grande nouveauté de l'administration Biden et de ce que fait Mme Khan en particulier, c'est de dire que cette section 5 qui ressemble beaucoup à ce qu'en France on appelle la police des pratiques individuelles, par opposition au droit de la concurrence classique. La grande nouveauté donc de l'administration Biden, c'est de ressusciter ces clauses qui existaient mais n'avaient plus été appliquées depuis longtemps. Ça pose tout un tas de questions pour les juristes et aussi pour les économistes, mais qui sont intéressantes. Je suis désolé, je suis en train de dériver par rapport à votre question. Je crois que, en droit de la concurrence stricte, pour répondre à votre question, si les agences d'intérim se parlent entre elles, elles ont un problème. Si en revanche il s'agit d'une clause de non-concurrence, c'est en l'état actuel du droit, en Europe, une situation qui est difficile à appréhender. Voilà ma réponse. Et donc, pas de responsabilité ni chez un ni chez l'autre. Je rebondis un seconde parce que je pense que là, on a un débat assez large parce que c'est un problème défini comme ça. Les causes de la concurrence, de non-concurrence, nonobstant les mots concurrence à l'intérieur, il n'est pas évident qu'ils relèvent du droit de la concurrence ou qu'ils relèvent du droit du travail. Donc, ça reste en fait un outil de politique qui peut être abordé, voire du droit de l'innovation par ailleurs. Donc, ça peut être abordé comme un outil de politique économique. Donc, c'est que je peux dire que la situation de l'intérim correspond par exemple à ce qui se passe dans plusieurs pays dans lesquels les clauses de non-concurrence ne sont plus applicables en cas de licenciement. Ce n'est pas le cas en France, mais c'est le cas dans certains pays européens. C'est-à-dire, quand on a un travailleur licencié, donc il faut lui permettre de trouver un autre emploi. Et c'est le législateur qui a trouvé ça intéressant, notamment parce que sinon, les coûts en termes d'assurance chômage sont plus élevés. Donc, plus intéressant pour les législateurs en termes budgétaires qu'ils puissent trouver du travail. Là, je ne connais pas des cas spécifiques concernant les problèmes de l'intérim, mais les problèmes se posent un peu de la même façon parce qu'un travailleur intérimaire qui se trouve à ne plus avoir d'offre de travail de la part de son endroit, de son entreprise, il aurait besoin de demande de travail, donc il aurait besoin de chercher ailleurs. Et donc là, on l'empêche
de chercher ailleurs. Mais c'est vrai que la situation est plus complexe parce que l'intérimaire pourrait vouloir les faire de façon positive. Donc, c'est moins bien défini, mais il faudrait la considérer de ces points de vue. Alors, la question qu'il faut se poser est si parmi les autres outils dans la famille dont Antoine Winkler a mentionné, si ces autres outils, et je rajouterai à ça là aussi la clause du remboursement de la formation, si ces outils-là sont des outils qui pourraient suffire plutôt qu'une clause de non-concurrence générale qui s'applique à tous les cas d'autres types de travail. Merci. Merci à tous les deux. Je crois qu'on a un petit peu débordé sur la deuxième partie du séminaire, donc sur le détail des exemples de pratiques anticoncurrentielles et leur application en Europe et aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne les clauses de non-concurrence, on oppose souvent les États-Unis où elles sont réputées répandues, y compris dans des secteurs peu qualifiés, de travailleurs peu qualifiés, et l'Europe où elles seraient moins fréquentes. Donc, qu'en est-il dans les faits? Est-ce qu'on est capable de quantifier l'ampleur de leur prévalence? Maître Winkler, je vous passe la parole pour nous présenter un peu les clauses de non-concurrence, mais aussi les autres pratiques et la façon dont elles sont mesurées en Europe et dans d'autres pays de l'OCDE. Merci. Alors, je crois que ce serait vraiment à l'économiste de dire quels sont les travaux statistiques pour voir la prévalence ou non de tel ou tel type de pratique. Effectivement, il y a eu des tas de travaux récents qui ont été publiés aux États-Unis à cause du changement de politique de la FTC sur la prévalence de ces clauses, et les chiffres sont assez extraordinaires. Vous nous disiez que la FTC dit que si on supprimait les clauses de no poaching et de non-concurrence, on rendrait aux salariés quelque chose entre 250 et 300 milliards de dollars. Je suis incapable de juger de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Mon impression personnelle, à titre de juriste, et c'est peut-être on est peut-être en avance sur la deuxième partie de ce débat. Mon impression en tant que juriste, c'est qu'au moins pour les pays de code civil, l'application des droits des clauses de non-concurrence, je ne parle pas du no poaching, des clauses de non-concurrence est très encadrée par le droit. C'est-à-dire que tout le principe des codes de commerce continentaux, parce que c'est pas vrai uniquement de la France, c'est qu'en général, une clause de non-concurrence n'est acceptable que si elle réalise un équilibre. Et l'équilibre, c'est il ne faut pas que la clause de non-concurrence rende le nouveau travail impossible, l'acquisition d'un nouveau poste de salarié impossible, et il faut par conséquent qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est le principe quasi général qui est appliqué, que je le sache, en France, en Italie, en Allemagne. Alors, bien entendu, ça, c'est des questions d'équilibre qui sont résolues devant le juge s'il y a une question qui se pose, mais ça veut dire aussi, à mon avis, que le caractère néfaste des clauses de non-concurrence est, à cause de cette idée-là, limité. Ça, c'est le point de vue. Sur les clauses de no poaching, je crois pas qu'il y ait d'études en Europe sur ce point. La chose qui me frappe, c'est que, en tant que juriste de la concurrence, les autorités de la concurrence sont très très peu intervenues dans ce domaine, ce qui fait que c'est assez difficile à repérer. Et la chose intéressante, c'est qu'elles ne sont pas intervenues, les autorités de la concurrence, sur tout ce qui touche au monde du travail, ou très très peu, en partie pour une très forte raison. Et la très forte raison, c'est qu'il y a une vraie réticence à intervenir dans les relations du monde du travail. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie de ces relations ont trait à la négociation collective. Et la négociation collective, c'est-à-dire la négociation entre syndicats et patronat
sur des questions en particulier de salaire et de conditions de travail, c'est quelque chose que les régulateurs de la concurrence ont soigneusement évité d'avoir à traiter. À de rares exceptions près, et il y a un arrêt de 99 de la Cour de justice européenne qui s'appelle Albany, qui est d'ailleurs très très intéressant parce que en gros le juge, c'est le seul domaine que je connaisse où le juge européen a agi de cette manière. En gros, elle a botté en touche totalement. Elle a dit, c'est un cas assez intéressant parce qu'il est assez topique. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de donc cette société qui s'appelle Albany, qui fait de la pulpe de papier. Et en Hollande, il y a un système de base pour les retraites. C'est pour ça que c'est particulièrement topique aussi. Et puis, il y a des régimes qui sont des régimes un peu mutualistes. Et Albany, qui avait une politique sociale assez en avance, avant qu'il y ait une mutualité applicable à ses propres salariés, avait créé, avec les syndicats maison, son propre système d'abondement, si le mot est français, du régime de retraite minimale. Donc, ils avaient négocié avec des syndicats quelque chose qui était en plus. Quelques années plus tard, le gouvernement hollandais a voulu imposer une mutuelle créée par les syndicats hollandais en général. Et Albany a dit, attendez, je ne vais pas payer 2 fois, je crois que ça passait de 40%, la retraite minimum était de 40%, et on rajoutait 30%. Et Albany a dit, sans doute avec c'est bon argument, je ne vais pas repayer 30% en plus de mes 40% de rémunération minimum, je ne vais pas le faire 2 fois. Et de toute façon, la mutuelle des employeurs et des syndicats qui veut m'obliger à faire ça, c'est un cartel. C'est un cartel puisque c'est eux qui fixent. Et le juge européen était saisi de cette question extrêmement chaude politiquement et a simplement dit ça ne relève pas du droit de la concurrence. Point bas. À mon avis, ce raisonnement est un peu douteux du point de vue du droit tout court, mais ça a beaucoup soulagé tout le monde et on en est resté là. Et donc, il y a une raison forte pour laquelle les régulateurs de la concurrence ne s'approchent pas trop des questions de régulation du monde du marché du travail, c'est parce qu'ils veulent éviter de devenir une partie une partie dans ce débat socialement très, très, très compliqué. La conséquence principale, et la raison pour laquelle je fais ce commentaire, c'est qu'il y a très peu de décisions. Et quand il y a des décisions, elles sont plutôt à la marge des problèmes de relation du marché du travail. Qu'est-ce que je veux dire par à la marge? Eh bien, c'est au sens strict du terme. On voit des décisions qui sont d'ailleurs très intéressantes, à mon avis du point de vue économique aussi, où on s'aperçoit que dans un certain nombre de cartels, de vrais cartels, où les gens s'entendaient sur les prix, il y avait, pour renforcer l'effet du cartel, des discussions de no poaching. C'est-à-dire on interdisait aux gens de solliciter les employés des concurrents. Il y a en particulier une décision intéressante sur les conduites en PVC où il s'est passé exactement ça. Il y avait un cartel tout à fait typique, mais qui s'était étendu au monde aux relations de employés-patronat. Mais ça reste vraiment des décisions, 2-3 décisions que je connaisse et qui sont très très rares finalement statistiquement. Il y a, en ce qui concerne le no poaching, aucune décision européenne de la Commission européenne, ce qui est aussi extraordinairement surprenant. C'est maintenant près de 50 ans que le droit de la concurrence est appliqué. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait jamais eu de cas où les entreprises se soient entendues pour avoir des clauses de non-sollicitation. Mais la vérité, c'est qu'il n'y en a pas. Et alors, en revanche, il y a quelques cas nationaux qui sont tous intéressants, mais qui sont aussi à la marge. Pourquoi? Eh bien, c'est une décision en France sur les agences de mannequins, où d'ailleurs, ce n'est pas simplement du no-poaching, c'est plutôt des décisions sur les conditions de rémunération et les conditions de travail. Il y a des décisions, pas en France, mais au Portugal, si je ne me trompe pas, sur les footballeurs,
où là aussi les conditions de rémunération et la non-sollicitation étaient appliquées. Il y a un certain nombre de cas d'ailleurs qui se rapprochent de ces histoires de no poaching, où on interdit à des sportifs qui ont participé à des épreuves qui ne sont pas des épreuves reconnues par une fédération nationale, où les autorités de la concurrence sont intervenues, mais c'est très très peu de cas. C'est très très peu de cas, et je trouve que voilà que les autorités de la concurrence se posent cette question quand même assez fondamentale. Est une très bonne chose. Est une très bonne chose, et de ce point de vue-là, l'initiative de l'administration Biden me paraît justifiée. On reviendra sur le fait que je pense que juridiquement, si on prend l'approche droit de la concurrence et non pas droit des pratiques individuelles, il se posera pour les autorités de la concurrence des questions compliquées justement de mise en balance. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'une clause est raisonnable, ses effets pro-concurrentiels, comme par exemple favoriser l'investissement et la formation, contrebalance les effets négatifs qui sont simplement le fait que ça empêche l'emploi d'être mobile et les salaires d'atteindre le niveau qu'ils auraient atteint sans ces clauses de no poaching. Je crois que j'ai de nouveau trop parlé. Non, merci. J'avais une question justement sur les clauses de non-concurrence et l'annonce de la FTC de vouloir les interdire. On en discutait un petit peu avant le début de ce séminaire. Vous disiez bon courage, parce que c'est un gros chantier, notamment aussi parce qu'elles sont déjà interdites dans un certain nombre d'États américains et que ça n'empêche pas les entreprises de mettre quand même ces clauses dans les contrats de travail, même si elles n'ont pas de valeur juridique, mais dans leurs effets, elles restreignent tout de même la mobilité des travailleurs. Vous me disiez, Andrea, qu'une solution serait de sanctionner la présence de ces clauses dans les contrats de travail. Je sais pas si vous voulez... Alors, je pensais de garder ça pour la dernière partie, mais ça va très bien. Non, ça va très bien. On peut anticiper aussi, parce que j'aimerais bien revenir sur un point, le fait de dire qui a été aussi cité par le commissaire Versager. En Europe, la situation est différente par rapport aux États-Unis. Et en fait, moi, je dirais, première réponse, on en sait très peu, parce qu'il n'y a pas ou les mêmes statistiques qu'on a eues aux États-Unis. Il faut qu'on se rappelle que les premières statistiques générales pour les États-Unis sont venues dans TESAR, qui maintenant est dans les années 2010, qui maintenant est une référence Even Star, référence dans la littérature, mais c'est un TESAR qui a eu l'idée de dire, faisons une enquête sur un échantillon de 10 000 personnes représentatives et allons voir si c'est seulement en question des les hautes professions qui sont couvertes des clauses de non-concurrence et pas les autres. Alors, effectivement, et ce qui est sorti, c'est des résultats accablants. Et c'est à partir de là qu'est parti un débat sur le fait, dans différents États, d'abord, de les interdire, les limiter, etc., excepté pour le North Dakota ou la Californie, où les clauses sont interdites depuis toujours parce que c'était dans l'idée pionniériste des aides américaines, c'était qu'il faut permettre les marchés, et donc toute relation de marché doit être permise. Donc, une philosophie très différente de ce qu'on a en Europe. Alors, pourquoi je pose la question comme ça? Parce qu'en fait, cette année, on a eu une étude très bien faite pour l'Italie, pays de droit civil, dans lequel il en ressort que plus de la moitié, ça a été fait par une équipe de juristes et d'économistes, à laquelle on a aussi participé avec l'OCDE, et ce qu'il en ressort, en fait, est que plus de la moitié des clauses, en fait, ne seraient pas applicables par un tribunal. Et nonobstant cette chose, les salariés pensent qu'ils seraient applicables. Donc, la menace marche très bien. Et effectivement, en Californie, 19% des salariés sont soumis à une clause de non-concurrence quand aucune clause est applicable. Donc, clairement, et cette tendance, si on regarde les données italiennes, c'est surtout dans les professions, les moins éduquées, avec le moins de compétences. C'est surtout dans ce cas-là qu'on trouve des clauses qui sont, par construction, par rapport au droit, ils ne seraient pas applicables. Donc, clairement, pourquoi cela est fait? Parce qu'il n'y a aucun risque, du point de vue d'une entreprise, du point de vue juridique, il n'y a aucun risque de sanction si cette clause est avec mauvaise foi introduite dans les contrats.
Et donc, pourquoi pas ne pas tenter sa chance? Et donc, il y a tout un raisonnement qu'il faut faire si les sanctions sont nécessaires ou sinon, s'il faut trouver une autre solution. On pourra en parler après parce que je pense qu'après, on aura pas mal de questions. Juste, je voulais rectifier sur une chose que aux États-Unis, la seule profession pour laquelle les clauses de non-concurrence sont interdites partout, c'est exactement les avocats. Merci beaucoup. Donc on va enchaîner avec vous, docteur Bassanini, sur les travaux de l'OCDE, justement sur la mesure de la concentration des marchés du travail dans l'OCDE et les indicateurs pour la mesurer. Merci. Attendez, il y a un micro qui arrive. Oui, merci beaucoup pour ce séminaire. Excusez-moi, juste une dernière question d'ordre général sur l'état de la prospective juridique et économique en matière de fiscalité des robots, en fait, qui sont en concurrence directe avec les humains. Est-ce que ça existe à l'étranger, en Europe ou, vous avez un avis sur la question? Vous n'avez pas compris? Très bonne question. Alors, je n'ai pas connaissance d'un raisonnement mis comme ça, donc mis dans l'idée de on va taxer les robots parce qu'ils sont en concurrence avec les humains. C'est dommage parce que c'est quand même... Parce que la question est assez complexe. D'abord, il faut comprendre dans quelle mesure les robots sont... il y a tout un débat, disons, sur le fait si, parce que l'équivalent, si je traduis votre question, c'est un débat très ancien. Est-ce qu'il faut taxer les innovations ou non? Ou les taxations sont substitutrices du capital, du travail ou non? Est-ce qu'on doit les taxer ou non? La question est que quand on voit, il y a deux philosophies possibles, mais en fait, la philosophie qui, je pense, est consensuelle, je dirais, parmi tous les pays appliqués de façon différente, est que plutôt il faut accompagner, il ne faut pas empêcher la transformation de l'économie, mais il faut plutôt l'accompagner pour permettre effectivement au travail de se replacer sur des choses qui sont complémentaires aux robots, parce que les robots ou autres innovations, par exemple l'intelligence artificielle, ont porté aussi à éviter toute une série de pratiques ou des types de travail qui étaient mauvaises pour la santé, etc. On peut mettre dans un environnement qui est nuisible à la santé, mettre à travailler en robot plutôt qu'en humain. Parce que pour l'instant, tous les travaux faits sur l'automation trouvent que dans l'absolu, il n'élimine pas le travail, il les change. Donc, le problème de la question est comment on répartit les coûts. Et donc, ça reste une question très ouverte. Les développements récents de l'intelligence artificielle pourraient porter la question en question un peu plus différente, dans le sens, est-ce qu'on arrive dans une situation dans laquelle tous les travaux deviennent remplacés parce qu'il y a moins coûteux. Mais là encore, il pourrait y avoir deux philosophies. D'un côté, pourrait être, comme vous dites, empêcher ce développement, très risqué du point de vue stratégique, parce que si on le fait dans un pays, on peut dire qu'il y aura un autre pays, disons la Chine, qui le fera et deviendra dominante, ou alternativement, taxer les capitales qui en profitent et donc répartir différemment les profits, parce qu'à ce moment-là, c'est une question que les profits augmenteront sont à des mesures. Je pense qu'on pourrait imaginer tranquillement une société dans laquelle le travail n'y est plus, mais tout le monde profite d'une rente qui vient du capital général. Pourquoi pas? C'est-à-dire, mais ça serait plutôt dans cette mesure-là. C'est-à-dire, la question devrait être, on n'empêche pas les progrès, on cherche à les rendre, si nécessaire, plus justes. Alors ça, c'est votre raisonnement ou c'est ce qui a déjà été appliqué Non, mais pour l'instant, disons, les doutes qui se posent sur la suppression complète du travail viennent, et chaque fois qu'il y a, disons, pour le dire mieux, chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, on se pose ces doutes-là, et chaque fois, ça n'est pas le cas. Là,
on vient avec la nouvelle version des ChatGPT GPT-4, on entend même parmi des experts aux États-Unis, qui ont toujours travaillé sur la question et qui sont aussi des économistes, on entend, comme David Autor par exemple, on entend ce type de doute exprimé. Donc à ce moment-là, la question qui se pose est, on empêche, quelqu'un d'autre le fera. Ou alternativement, on les gouverne pour que la redistribution soit suffisamment juste. Sur le plan juridique. Bon, on va continuer le déroulé. Vous gardez la parole. Donc, je cherchais à être un peu plus court par rapport au nombre des diapos que j'avais portés avec moi, mais je pense qu'on s'est centré beaucoup sur des questions, plutôt des pratiques. Et donc, je vous présente quelques faits très rapides, mais je chercherai à être très rapide et donc vraiment survoler certaines choses que j'aurais pu porter avec moi. Donc, comme je disais avant, les données exhaustives qu'on a disponibles maintenant avec des données administratives qui sont disponibles, on peut calculer des mesures de concentration pour plusieurs pays. Les mesures de concentration sont définies un marché local de travail qui est défini par une profession et, disons, une zone d'emploi au niveau très, très désagrégé et on mesure la concentration comme en fait des indicateurs comme l'indicateur de Herfindahl-Hirschman qui sont basés sur la part des différentes entreprises. Je ne vais pas dans les détails, l'indicateur de Herfindahl-Hirschman est un indicateur qui varie entre 0 et 10 000 si les parts des entreprises sont mesurées en pourcentage. Et il existe traditionnellement dans la pratique des autorités de la concurrence des seuils d'intérêt ou des seuils d'intervention typiquement utilisés au moment des fusions et acquisitions. Les autorités américaines utilisent 2500 comme seuil d'intervention, disons, et 1500 comme seuil d'intérêt. Donc, ce graphique, ce qui vous montre est la part dans les différents pays de l'OCDE des salariés qui se trouvent dans des marchés qui ont un niveau de concentration supérieur soit à la seuil d'intervention, soit 2500, ou l'ensemble de la barre à la seuil d'intérêt 1500. Et donc, on trouve que 16%, 11%, en fait, 11% des salariés de l'OCDE en moyenne sont dans ce type de marché, donc avec un seuil d'intervention, et 16% sont au moins au niveau de la seuil d'intérêt. Donc, des marchés qui sont vraiment très concentrés. Pour avoir une idée, la seuil d'intervention correspond à ce qu'on aurait dans un marché où il y a 4 entreprises qui se partagent les marchés au niveau égal. Donc, l'intérêt, bien évidemment, ce n'est pas seulement mesuré. Par ailleurs, ces mesures sont très conservatives parce qu'il y a des travaux récents, plutôt dans les marchés des produits que dans les marchés du travail, qui tendent à montrer que des fusions qui augmentent la concentration, même des très peu, pour des marchés qui sont très peu concentrés, il peut avoir des effets sur les prix très importants. Donc, il faut prêter, en fait, ces mesures sont vraiment très conservatives, mais quand même, on trouve des pourcentages, parce que franchement, 16% de l'emploi, c'est déjà un grand pourcentage. Or, je survole rapidement sur les graphiques que j'avais portés sur les effets. Alors, ça, c'est agrégé, bien évidemment. Donc, on prend, pour chaque profession, on définit un marché et chaque zone géographique, on calcule la concentration et après, on fait en gros un moyen pondéré de toutes. Donc, effectivement, je ne suis pas en train de vendre ce type de mesures pour étudier un cas spécifique des pratiques non concurrentielles parce que ce sont des mesures qui marchent sur les grands nombres. Par contre, ça me permet, et on va les voir tout de suite, ça me permet de regarder où est-ce que, dans quel type de marché, par exemple, on a plus ou moins de problèmes de concentration. Donc, c'est ça qui est l'intérêt plutôt statistique, si on veut, plutôt qu'un intérêt pratique opérationnel.
Alors, je passe pas beaucoup de temps sur ce type de graphique que vous voyez là. En gros, c'est des mesures, on met en relation la concentration avec les salaires dans ces graphiques et on trouve partout des effets significatifs. Je ne rentre pas dans les détails parce que je voudrais avancer. Vraiment, ce n'est pas vraiment les centres. Toute la littérature récente a trouvé des effets négatifs de la concentration sur les salaires, même quand la concentration, comme dans ce cas de ces études spécifiques, est instrumentée pour éviter des problèmes d'endogénité. On a par contre très peu de travaux sur l'effet de la concentration sur l'emploi, qui est l'effet principal qu'on voudrait étudier. La raison est qu'il est très difficile d'étudier ces effets au niveau microéconomique. Donc, souvent, on a étudié les effets des fusions et acquisitions sur l'emploi, mais bien évidemment, dans ces cas-là, on a plus de difficultés à étudier les effets sur les marchés. On étudie surtout, en effet, sur l'emploi des entreprises concernées. Et il est assez normal d'imaginer que les entreprises concernées, il y a des doublons, et donc ces entreprises vont réduire leur main-d'œuvre. Ça, ce n'est pas surprenant. Il y a 3 travaux que je peux mentionner sur la concentration et l'emploi. 2 au niveau des marchés. Un pour la France des Marinesco, pas un autre pour l'Allemagne des Martin Pop. Les 2 trouvent des effets énormes sur l'emploi, mais il faut avoir une petite alarme en tête que dans tous les études aussi, utilisant mesures de concentration sur les salaires aussi, faites au niveau des marchés, donc pas au niveau individuel, mais au niveau d'une agrégation, donc l'unité d'observation sont les marchés, on trouve toujours des effets très forts qui effectivement sont peu crédibles et typiquement parce qu'on contrôle mal pour d'autres choses qui sont déterminantes des salaires, comme la productivité ou les caractéristiques individuelles. Au niveau micro est difficile. Nous avons fait un travail où on regarde la probabilité d'être embauché. Donc les taux d'embauche de facto, et là on peut les regarder au niveau individuel et au niveau des établissements individuels, et donc on peut regarder effectivement, contrôler pour la productivité, pour les effets individuels, et on trouve un effet beaucoup plus bas, mais toujours négatif, et qui correspond à peu près à ce qu'on trouve pour les salaires. Alors, je passe peut-être les autres transparents parce que ça me semble, je ne veux pas peser avec tout ça, mais je voudrais revenir au point, l'avantage d'utiliser des indicateurs de concentration parce qu'on peut regarder différents marchés. Alors, cette première transparent montre pour la mesure des, donc au-delà de la seuil de 2500, de la seuil d'intervention, on regarde, on compare les marchés ruraux et les marchés urbains. Donc, on a divisé les pays en ruraux et urbains, il y a seulement 2 catégories. Et les différences peuvent être, certains cas, frappantes. Regardez tout à droite le cas du Canada. Au Canada, 50% de la main-d'œuvre dans l'environnement rural est dans des marchés qui sont aussi concentrés, qui sont au-delà de la seuil d'intervention. Par contre, au milieu urbain, c'est moins que 10%. Donc, pourquoi c'est là? Parce que bien évidemment, dans des marchés ruraux, on a moins d'entreprises, les distances sont énormes, c'est difficile de trouver. On est déjà content si on a une entreprise qui peut nous embaucher selon nos compétences. Donc, ça pose des questions aussi, ça peut participer aussi au problème de mécontentement, si on s'attend en effet sur les salaires, de mécontentement qu'on observe aujourd'hui dans des... Exactement. Gilets jaunes, ça pourrait faire partie du problème. En plus, on continue sur les gilets jaunes. Si on regarde les occupations, les professions qu'on a eu l'habitude pendant le Covid d'appeler des premières lignes, c'est-à-dire ceux qui étaient obligés à travailler et qui ne pouvaient pas le faire à distance et devaient être en contact avec les clients, comme dans les hôpitaux, comme les caissières du supermarché, etc. Et bien là encore, on trouve... Là, par contre, on n'a pas beaucoup d'explications, mais c'est qui ressort des données un peu partout. On trouve que ces marchés sont plus concentrés que les autres. Et le dual de tout ça est que, par contre, les professions qui sont amenables, et pas amenées, mais amenables à travailler à distance, donc où techniquement est possible de travailler à distance, sont beaucoup moins concentrées, dans certains cas, beaucoup moins concentrées que les autres occupations.
Et je pense que je pourrais m'arrêter là pour cette... Merci beaucoup. Je ne sais pas si nous avons des questions en ligne ou dans la salle. Oui, une question. Est-ce qu'il y a des études que vous avez faites où vous regardez en même temps les paramètres, le taux d'emploi, mais les salaires, où en fait vous faites des corrélations où il y a plusieurs des variables et pas une seule? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on a la question qui se pose, effectivement, là, on peut dire que les seuls que je connais, et celui dont je vous ai cité, effectivement, là, simultanément, on regarde les taux d'embauche, simultanément, sont en fait des équations différentes. La simultanéité, d'abord, il faut avoir un instrument qui marche pour les deux, pas banal. Hein. Et c'est par ailleurs la même raison pour laquelle jamais on a dans les études classiques, on regarde l'effet de l'élasticité des séparations par rapport au salaire sur les salaires, parce que facilement, étant donné le type d'instrument, on arrive à des contresens. Hein. Donc déjà, ça pose des problèmes. On pourrait techniquement discuter si les instruments qu'on utilise sont corrects ou non, parce que ça reste la frontière de la littérature. Donc les seules études que je connais qui ont été étudiées exactement de la même façon, c'est celui que je mentionnais dans les slides sur l'emploi. On a aussi une estimation sur les salaires qui ne fait pas la nouveauté du papier parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Donc, sur les salaires, on a beaucoup de résultats. Tout vient effectivement de la difficulté de traiter la question au niveau micro, parce que maintenant, on s'est rendu compte sur les problèmes qu'au niveau macro, au niveau des marchés, pas vraiment macro, et on a vraiment du mal à cerner tous les facteurs qui pourraient déterminer l'effet sur les salaires, et donc, pour la même raison, aussi sur l'emploi. Et donc, les effets qu'on estime sont peu crédibles, mettons comme ça. Et effectivement, quand on estime ces effets au niveau micro, on trouve toute la chose. Donc, clairement, quand on contrôle bien pour certaines variables, même de façon indirecte, parce qu'on peut contrôler dans des données micro pour la productivité de façon très indirecte, mais très efficace à ce moment-là, et bien quand on contrôle pour tout ça, on se rend compte que les effets baissent énormément. Peut-être une question qui empiète un peu sur la partie suivante, sur les solutions. C'est que dans votre présentation, on voit que la situation n'est pas équivalente partout, la concentration n'est pas aussi prégnante sur tous les marchés. Et notamment, votre résultat sur les zones rurales, il est particulièrement frappant. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des mesures ciblées qu'il faudrait prendre, notamment dans les zones rurales ou auprès des jeunes salariés pour remédier à ces situations sur des marchés du travail spécifiques? Alors, sûrement oui. Alors déjà, peut-être on pourrait discuter de ce qui semblerait être une solution évidente et qui n'est pas tellement une bonne solution, ou de toute façon pas suffisante en soi-même. Parce que comme on avoue que cette différence, et on avoue ce graphique qui présente le niveau de concentration des marchés, des professions qui sont que le télétravail est possible ou le télétravail n'est pas possible. On pourrait imaginer que pour les zones rurales, si on permet, si on a une forte incitation à permettre, à offrir le travail à distance, en transformation de mode de travail, cela pourrait aider, effectivement, si on est dans une zone rurale, on pourrait travailler n'importe où dans un pays et même ailleurs, et donc cela devrait permettre en fait d'avoir une moindre concentration en face de soi, si on veut, plus de concurrence, donc la possibilité de pouvoir jouer entre différentes offres. En fait,
on a fait une simulation de ce type et on a vu que les niveaux de concentration moyenne baissaient en moyenne seulement de 22%. Donc, très peu. Et en partie, la raison vient du fait que ces professions-là sont déjà peu concentrées, donc on gagne sur la partie du marché qui est la moins intéressante. Et la deuxième est qu'au niveau national, les entreprises tendent à être, les grosses entreprises surtout, toujours un peu les mêmes. Donc, même si on regarde un marché local, ben, ce sera toujours les mêmes en face l'un de l'autre. Et on risque, avec un mouvement vers ce type de solution, d'affaiblir encore les contrepoints des organisations du travail, donc en gros des syndicats, parce qu'en restant à distance, les salariés ne se croisent pas, ne s'organisent pas, et donc ça peut devenir plus compliqué. Donc les contrepoids qui servent, on en parlera après, qui servent à empêcher les monopsones de s'installer. Donc, probablement, les choses plus importantes dans un monde rural sont de favoriser une offre de transport qui, dans plusieurs pays, est inexistante, une offre de transport qui simplifie, qui réduise les coûts et les temps d'aller dans des lieux de travail qui sont relativement loin de chez soi, et peut-être de la nouvelle replanification urbaine, parce qu'on a eu un monde qui a favorisé beaucoup l'imitage de l'espace rural, comme on dit à l'école. Et donc, effectivement, on a vu une expansion des petits centres partout, et donc un grand besoin de transport, mais ça, évidemment, réduit les possibilités, parce que ça veut dire beaucoup de temps passer sur les transports, et des transports qui sont basés sur les moyennes individuelles. Maintenant, avec l'augmentation des coûts d'énergie, cela devient plus soutenable. Merci beaucoup. Donc on voit que les pratiques anticoncurrentielles sur le marché du travail, même si elles sont assez difficiles à sanctionner, en tout cas elles l'ont pas beaucoup été dans le passé, elles ont des effets très mesurables sur le marché du travail, sur les salaires, les contrats de travail. Et donc, l'importance de ces effets, ça appelle à s'interroger sur les solutions en termes de régulation qu'on peut mettre en place. Donc la question, c'est un peu quelles actions sont déjà en place et pourraient être développées, quel encadrement serait possible, comment mieux réguler le marché du travail. Donc, encore une fois, je vous repasse la parole, docteur Bassanini, sur les recommandations de l'OCDE en matière de bonnes pratiques de régulation. Est-ce qu'il y a des moyens innovants de rééquilibrer les rapports de force entre travailleurs et entreprises qu'on n'aurait pas forcément, auxquels on n'aurait pas forcément pensé avant et qui serait un peu la frontière entre droit du travail, contrôle, droit de la concurrence ou d'autres champs de politique possibles. Alors, là, on pourrait passer un énorme temps, je pense qu'on ne l'a pas, et ça pourrait nourrir peut-être. Donc, peut-être, je commencerai à faire un petit cadrage de comment on voit les choses, nous, à l'OCDE, en fait. En fait, il y a deux types possibles d'intervention. Donc, d'un côté, il y a la partie droit de la concurrence aux activités des autorités de la concurrence pour faire respecter les principes de la concurrence, et ça a à voir avec les actions possibles ou non sous la collusion, donc le non-débauchage, la fixation des salaires, etc., dont on a déjà parlé, et aussi la façon dont on considère les fusions et acquisitions. Je vous rappelle que dans les lignes directrices pour les fusions et acquisitions américaines de 2010, il y a déjà un chapitre entier dans lequel on parle du marché du travail et du fait que les fusions doivent être aussi examinées du point de vue des effets sur le marché du travail, et dans lesquels il est explicitement dit, encore que ça c'est un principe qui est rarement, en fait,
que je sache, jamais été appliqué, mais c'est écrit. Et la FTC considère l'appliquer ou a commencé à l'appliquer maintenant. Le fait qu'il ne faut pas regarder seulement les marchés upstream, comme on dit, dont on fait partie, le marché du travail, donc en amont, seulement sur la base de ces effets en termes des prix sur les marchés en aval. Exactement, parce qu'on peut avoir des cas comme celui agricole qu'on avait cité, dans lesquels il n'y a aucun effet sur les prix sur les marchés en aval. Par ailleurs, l'exemple que je faisais avec les marchés agricoles, c'est exactement vient d'un cas qui a été traité dans un cours américain dans les années 90. Donc, de l'autre côté, on a d'autres politiques qui relèvent plutôt des politiques du travail ou à la frontière entre les deux. Et c'est exactement le cas des clauses de non-concurrence, où on pourrait revenir après peut-être. Mais il y a aussi, et ça relève vraiment de la politique du marché du travail, les actions possibles pour ne pas empêcher, disons, les monopsones en soi, mais pour en limiter les effets ou les neutraliser complètement. Et donc là, ce qu'on mentionne, il y a l'instrument phare est les salaires minimums, qui peut être utilisé, là je vais en parler peut-être rapidement. Il y a la négociation collective. Ces deux instruments essentiellement sont les instruments qui permettent en fait de limiter, s'ils sont bien développés, de limiter les effets du monopsone sur le marché du travail. Par ailleurs, et ça fait un petit lien avec la question des clauses de non-concurrence, dans les pays scandinaves où la négociation collective est importante, les règles concernant les clauses de non-concurrence sont après utilisées sont saisies dans la négociation collective et donc sont décidées en fait par des accords collectifs qui vont, des conventions collectives qui vont bien au-delà de ce qui est prévu par la loi elle-même. Par contre, si on regarde encore une fois l'Italie, je parle de l'Italie parce qu'on a cette étude très développée, en fait, il y a seulement 3 conventions collectives qui mentionnent les clauses de non-concurrence et ils ne font rien d'autre que répéter ce qu'il écrit déjà dans le Code civil. Donc, on ne rajoute pas trop. Et quand on parle avec les syndicats, on a l'impression qu'on dit ah ben concurrence c'est quelque chose qui fait mal aux salariés, donc non concurrence ça doit être bien. Donc on a ce niveau de développement. Alors pour revenir à ce pourquoi la négociation collective est importante, parce que si on part de la théorie, c'est ce qui s'appelle un monopole bilatéral. En fait, c'est une situation dans laquelle on a deux parties qui négocient entre elles. Ça peut donner origine à toutes sortes de possibles, en théorie, des possibles résultats. Mais il y a des études déjà sur les grandes revues américaines, déjà dans les années 80, qui montrent que quand le monopole bilatéral tend à être sur le marché du travail, les résultats qu'on obtient sont les résultats qu'on appelle des résultats efficients. C'est-à-dire, on arrive au niveau des salaires et d'emploi qui ressemblent à ce qu'on obtiendrait avec un cas de concurrence parfaite. Et quand on regarde les études sur la concentration qui existent, on trouve qu'effectivement, l'effet de la concentration est plus fort quand il y a une couverture des négociations collectives plus faible. Donc, bien évidemment, en France, c'est un peu plus difficile à établir parce que la couverture des négociations collectives est très large, très vaste. Donc là, une des choses qui se pose, pas tellement pour la France, mais ailleurs, est renforcer la négociation collective et donc peut-être inverser, je parle pour l'Europe plutôt que certaines politiques qu'on a eues dans les années 90, dans lesquelles, en fait, on a tout fait
pour permettre aux entreprises librement d'échapper aux négociations collectives. Je parle par exemple aux possibilités de opt-out des négociations collectives qui existaient en Allemagne jusqu'à les années 90, ça a été changé en une possibilité de opt-in, c'est-à-dire qu'une entreprise est contrainte à participer et peut choisir librement s'y participer ou non, même si le secteur a décidé de le faire. La deuxième question, on a parlé du salaire minimum. Là encore, on a beaucoup d'évidence. Du point de vue théorique, l'argument est très simple. La courbe du coût du travail marginal, en fait, s'aplatit en présence du salaire minimum. Et c'est là, si le salaire minimum n'est pas trop élevé, porte à augmenter l'emploi et augmenter les salaires. Ce qu'on trouve est que quand on regarde des études empiriques, on voit par exemple que dans les marchés qui sont plus concentrés, donc moins concurrentiels, l'effet des salaires minimum sur l'emploi tend à être, disons, plus positif ou moins négatif, selon comment on veut le regarder. Et donc, en gros, les salaires minimum, c'est cohérent avec la théorie, les salaires minimum ont un effet positif sur l'emploi ou moins négatif sur l'emploi, mais un effet positif plutôt, quand les marchés est très peu concurrentiel. Même chose, toujours aux États-Unis, on trouve que dans les États dans lesquels les clauses de non-concurrence sont plus faciles à être appliquées par les tribunaux, donc la législation est moins restrictive sur les clauses de non-concurrence, dans ces États, l'effet du salaire minimum tend à être plus positif sur l'emploi ou moins négatif, selon comment on veut le regarder. Donc, ça, c'est un exemple de... Et après, peut-être on pourra parler encore après des clauses de non-concurrence, mais là, je m'arrête parce que sinon, je parle trop. Merci beaucoup. Maître Winkler, vous voulez réagir peut-être sur les outils à la main des autorités de concurrence pour remédier aux situations anticoncurrentielles? Volontiers, merci. Non, je crois qu'André a bien couvert la totalité des grands instruments que le juriste peut avoir en tête pour intervenir. C'est vrai que, bien entendu, l'application du droit des ententes dans le domaine de la non-sollicitation et du non-débauchage a un rôle évident à jouer. Ça, je crois que c'est un cas qui peut être assez simple. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce que vous dites, c'est que la politique des concentrations, de contrôle des concentrations peut avoir aussi un effet sur le marché upstream, alors qu'on n'y pense jamais en tant que praticien du droit. On pense toujours à l'effet de l'opération sur les marchés principaux et pas du tout à l'input, ou très peu à l'input. Ça c'est un domaine qui est intéressant. Mais je me dis aussi que pour la même raison, comme dans toute analyse de marché biface, il faut regarder aussi l'effet sur le marché downstream de quelque chose qui va augmenter les coûts des salaires. C'est peut-être que je suis mieux placé que moi pour parler de ce type d'effet, en particulier en période d'inflation. Ce que je trouve aussi intéressant quand on parle de l'application de la politique de contrôle des concentrations en Europe et en particulier, c'est que ce que font typiquement les autorités de régulation, fondées sur ce que dit le droit, c'est qu'on ne regarde pas ce type d'accord, par exemple de non-concurrence, et aux employés, on regarde ce type de restriction avec un standard que les juristes anglo-saxons appellent celui du reasonableness, du caractère raisonnable et proportionné de la restriction. Il peut y avoir, encore une fois, des justifications dans un certain nombre de cas, en particulier dans le domaine du M&A. D'ailleurs, le papier du FTC fait une exception pour les discussions de M&A qui peuvent justifier à ce moment-là des clauses de non-sollicitation sur les employés, de façon à permettre le transfert d'une entreprise à l'autre, de permettre une opération de M&A. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que cette démarche de faire une espèce de balance de la clause de non-concurrence ou de non-sollicitation permettrait aussi, par exemple, de différencier les cas des
principaux employés, des principaux salariés d'une société par opposition aux employés de base sur lesquels la justification d'une clause de non-concurrence est beaucoup, beaucoup moins forte. Quelle autre réaction est-ce que j'ai nommé? Oui, et ça m'amène un peu au sujet des guidelines européennes. On voit que dans un certain nombre de cas, une utilisation plus agressive du droit de la concurrence irait dans le sens de diminuer l'effet de ces clauses de non-concurrence. Mais il y a des cas dans lesquels c'est un peu la démarche inverse qui semble être en tous les cas le choix des juges. Je reviens à cette histoire de Albany où les juges européens ont décidé que la négociation collective échappait complètement au droit de la concurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce que disait Andrea, c'est qu'il y a une justification concurrentielle à cette exception. C'est-à-dire que c'est pour rééquilibrer la dynamique de la négociation qu'il peut y avoir une exception à l'application du droit de la concurrence. Et c'est un peu cet esprit-là aussi qui préside, je trouve en tous les cas, aux guidelines qui ont été adoptés en 2022 par la Commission sur les travailleurs indépendants. De quoi s'agit-il? L'arrêt Albany dont je parlais à l'instant de 99 s'applique uniquement à la négociation collective pour des employés de sociétés, donc les représentants de syndicats et les représentants du patronat. Mais il y avait un point d'interrogation sur la question de savoir si les travailleurs indépendants, en particulier d'ailleurs ceux du domaine informatique, pouvaient s'entendre entre eux pour négocier avec les plateformes en particulier. Et cette question est particulièrement intéressante parce que si vous regardez aux États-Unis, les cas dans lesquels les autorités de la concurrence sont intervenues le plus énergiquement pour les questions de non-concurrence, c'est précisément celui des plateformes. C'est-à-dire que les grands précédents américains, c'est Adobe, c'est Apple, Pixar, Google et un certain nombre d'autres. Et c'est intéressant effectivement de réfléchir que c'est un cas dans lequel les employés sont très atomisés et les marchés relativement concentrés. Donc ça, c'est intéressant parce que la Commission est intervenue, je crois, à juste titre pour dire de façon à rééquilibrer ce processus et cette dynamique de négociation entre employés et employeurs. Moi, Commission, je ne vais pas appliquer le droit de la concurrence à ce cas de négociation collective. C'est assez unique aussi, je crois. C'est le seul cas dans lequel la Commission a annoncé ce type d'approche réglementaire. Donc c'est ça que j'avais. Merci beaucoup. Donc on voit que la boîte à outils du régulateur, elle ne pioche pas seulement dans le droit de la concurrence, mais rééquilibrer les rapports de force, ça passe aussi par les institutions du marché du travail. Je trouvais que c'était très intéressant, cette spécificité du marché du travail où l'application du droit de la concurrence n'est pas une évidence, et on voit les interactions avec l'importance de la négociation collective, le fait d'avoir des syndicats forts et des institutions comme Salaire Minimum assez fortes. Et justement, sur le cas des travailleurs indépendants, c'est un peu une question qui met en avant l'interaction entre les institutions, puisque travailleur indépendant, c'est une entreprise, donc en théorie, voilà, soumis au droit commercial. Et en même temps, on voit que les nouvelles formes d'emploi montre un rapport de subordination, par exemple avec une plateforme, pour les travailleurs de plateforme, qui s'apparente à une relation de travail entre employeurs et salariés, et auquel cas le droit de la concurrence ne trouve pas complètement à s'appliquer dans des standards classiques. Je ne sais pas si du coup vous vouliez présenter plus en détail l'initiative de la Commission et ses conséquences, ou on ouvre aux questions du public. Vous voulez réagir? Oui.
Non, je voulais réagir parce que, effectivement, encore une fois, c'est une question qui est à moitié entre travail et concurrence. Disons, parce que, en fait, ce qu'il y a derrière est qu'est-ce qui définit un salarié, qu'est-ce qui définit un travailleur autonome, et est-ce qu'on a besoin d'un troisième statut pour définir cette situation-là? Alors, il y a différentes approches que je sache dans différents pays du monde. Un troisième statut existe effectivement aux États-Unis, mais déjà peut-être il faut faire un pas en arrière, c'est-à-dire avoir en tête que c'est vrai, tout ça est très visible pour les travailleurs des plateformes, mais en fait, on a plusieurs situations dans lesquelles cette situation de dépendance qui apparente les travailleurs autonomes à un travailleur, à l'employé, existe dans plusieurs situations. Pas seulement parce que pour des raisons fiscales, souvent on dissimule un autonome, peut-être pas trop en France, mais dans notre pays, un travailleur qui est fait indépendant. En France, peut-être on aura tendance à les faire pour des raisons de protection de l'emploi. Donc, le troisième statut, mais qui est très critiqué au Royaume-Uni parce qu'il est conçu et vu, au moins par les syndicats, comme un risque qui va mordre sur les droits des salariés, c'est-à-dire de plus en plus, en fait, en légitimant ce troisième statut, de cette façon, on va en fait faire passer facilement en tendance à vouloir faire passer des salariés en fait sous le statut des travailleurs tiers, disons, travailleurs semi-indépendants. Mais les problèmes qui se posent, effectivement, de laisser la possibilité générale à n'importe quel travailleur autonome de pouvoir s'organiser et négocier collectivement, et qu'on veut éviter les cas que je ne sais pas pour dire, on a n'importe quel artisan puisse, ou n'importe quel groupe d'artisans puisse se diviser en ville et décider comme ça d'augmenter les prix parce qu'ils se sont divisés dans le secteur dans la ville, point. Dans ce type d'entente, bien évidemment, on veut les éviter. Donc, on a effectivement, du moment que les travailleurs autonomes agissent en entreprise, on veut vraiment éviter qu'ils puissent en profiter de la législation sur la négociation collective pour pouvoir s'organiser. Donc, il y a des autres approches, par exemple, l'approche australienne, on pourrait dire, qui sont l'approche dans laquelle l'autorité de la concurrence, en fait, a l'obligation d'examiner toute proposition de dérogation pour une catégorie spécifique. C'est là, théoriquement, marche très bien, permet des garde-fous parfaits, sauf question que l'autorité de la concurrence australienne se plaigne que ce système, effectivement, demande une quantité de travail énorme aux autorités de la concurrence. Donc, dans la pratique, est extrêmement difficile d'instruire ces cas. Donc, dans la pratique, ça est totalement théorique, n'est pas faisable. Après, il y a une troisième approche qui est celle de intervertir la charge de la preuve, si on veut dire comme ça, c'est-à-dire normalement dans tous les cas dans lesquels on doit établir si quelqu'un est un salarié ou un travailleur autonome, normalement on a des tests que si certains tests font pencher plutôt la balance dans la direction d'un travailleur autonome, alors peu importe que d'autres font pencher la balance du point de vue de la relation salariée, en fait, la décision des bases, des defaults, est dire que le travailleur est autonome. Et alors, par contre, on observe dans d'autres législations comme, encore une fois, aux États-Unis, notamment en Californie, en fait, tous les tests ont été inversés. Notamment avec la loi qui s'appelle AB5 il y a quelques années. En fait, il y a 3 tests et il est suffisant qu'un seul pointe en direction du salarié pour avoir comme standard que le travailleur est salarié. Après, en fait, suite à un référendum, en fait, les plateformes ont été exclues de cette définition. Donc, dans la pratique, n'a pas beaucoup avancé. Mais c'est pas seulement une exception californienne, parce que ce sont des exceptions qui sont utilisées pour d'autres choses dans plusieurs États américains, notamment vis-à-vis du salaire minimum, vis-à-vis des
payer les contributions chômage et après avoir droit à l'assurance chômage. Donc, effectivement, ça, c'est un autre instrument qui permettrait de sauvegarder les principes fondamentaux qu'on veut sauvegarder en droit de la concurrence, empêcher des travailleurs autonomes qui se comportent en entreprise de s'organiser en cartel, mais en même temps permettre aux catégories plus exposées qui sont des autonomes dépendantes, comme on les appelle, leur permettre la possibilité de s'organiser, par contre, parce qu'ils sont très proches en situation de salarié. Je vais revenir juste rapidement, parce que j'étais un peu rapide sur les guidelines de la Commission de 2022 sur les travailleurs indépendants, qui est intéressant parce qu'elle donne un certain nombre d'exemples. Donc, le principe général, c'est la Commission dit « je vais me rapprocher de la jurisprudence Albani qui est applicable aux salariés et je vais faire la même chose vis-à-vis des travailleurs indépendants ». Donc, les autoriser à se mettre ensemble pour négocier en particulier leurs conditions de travail, avec les plateformes en particulier, mais pas uniquement. Ce qui est intéressant, c'est que dans les exemples qu'il donne, il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés dans ces guidelines, ça montre aussi la complication ou la difficulté du travail des autorités de régulation. Parce qu'ils expliquent aussi qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels le droit de la concurrence revient s'appliquer. Et l'exemple qu'ils donnent, c'est en fait des exemples de capture l'un ou l'autre côté d'ailleurs. Et c'est le cas dans lequel, c'est le cas Uber, il ne prononce pas le mot, mais c'est mis en pointillé, des chauffeurs de véhicules de transport négocient avec la plateforme. Ça, la Commission dit c'est parfait s'ils négocient leur propre rémunération de travail. En revanche, ça devient très dangereux si ces mêmes chauffeurs s'entendent avec la plateforme pour dire tel type de chauffeur n'ira que dans tel quartier de la ville et en particulier, on ne rentrera pas dans telle autre zone qui est accordée soit à une catégorie de conducteurs, soit à une autre plateforme. Parce que ça devient vraiment de la collusion entre des acteurs, des entreprises dans le domaine du transport. On peut penser que ce type de phénomène, il y a aussi l'exemple des architectes, qui est intéressant parce que la Commission dit les architectes de grands cabinets qui en réalité ne sont pas des vrais indépendants, mais sont des quasi-salariés. Donc, ils peuvent se mettre ensemble pour discuter avec les grandes agences des conditions de rémunération et de travail. Jusque-là, tout va bien, mais c'est intéressant de mettre en parallèle cet exemple des guidelines de 2022 avec les très nombreuses interventions des autorités de régulation dans le domaine des professions indépendantes, où on essaye d'éviter précisément que les organisations de type syndical aboutissent à créer en fait des honoraires minimums ou des structures de tarifs qui sont des vrais cartels. Donc, c'est pas de placer le curseur va être très compliqué. Bravo aux autorités de la concurrence. Merci. Je ne sais pas si nous avons des questions dans la salle ou en ligne. On a une question en ligne. On en a deux, plus exactement. Oui, pardon. Je m'entends fort, j'ai pas l'habitude. La première, c'est est-ce que si on prend un point de vue géographique, quelle serait la bonne délimitation pour un marché pertinent en matière de relations employé-employeur? Et est-ce qu'on pourrait envisager une délimitation au niveau d'une agglomération? J'ai presque envie de passer le micro aux autorités de la concurrence, parce que la question qui est posée me fait penser énormément à l'approche des autorités de régulation dans les cas de concurrence spatiale. C'est-à-dire qu'on fait des zones de chalandise, exactement comme on le fait pour les supermarchés, où on dit le marché pertinent, c'est 20 minutes à pied de l'endroit où il y a l'outlet, comment on dit en français, le supermarché en question pour déterminer la zone de chalandise. C'est ça que ça
C'est ce à quoi ça me fait penser. Je pense déjà, il faut être clair sur pourquoi on fait ces calculs, c'est-à-dire il y a les côtés statistiques et les côtés cas concrets, donc procédure vis-à-vis de la concurrence. Donc là, je pense que chaque marché dépend sur le marché du travail, comment dire, les bassins de transport et qui dépend aussi de la profession elle-même. Donc, ça peut être toute l'agglomération, ça peut être au-delà de l'agglomération elle-même. Il y a des professions où, malheureusement pour l'environnement, les gens voyagent beaucoup et parfois on en trouve beaucoup dans les données. Les gens ne résident pas dans l'endroit où ils travaillent, donc ils sont des permanent commuters. Donc ça, donc pour les cas spécifiques, il faut comprendre qu'il y a des bassins d'emploi dans certains marchés, en fait. Et après, c'est toute la difficulté par ailleurs que ces outils sont beaucoup moins développés pour les marchés de l'emploi que pour les marchés des produits. Du point de vue statistique, typiquement, on pourrait faire mieux, hein, mais pour l'instant, on prend un bassin qui est défini par les comportements prévalents des transports journaliers. Et donc, c'est ce qu'ils appellent une zone d'emploi. Mais effectivement, on pourrait définir de façon différente pour chaque profession. Pour l'instant, que je sache, ça n'a pas été encore fait. Et par ailleurs, on pourrait définir de façon différente, ça aussi par rapport au type de travailleur. Parce que, comme on sait bien, les femmes ont tendance à avoir un transport beaucoup plus court que les hommes. Et donc, sont pour cette raison-là davantage exposés à des problèmes de concentration parce que leur bassin, effectivement, est plus limité. Donc, dans ce cas, bien sûr, ça inclut typiquement une agglomération si les gens, effectivement, se déplacent, effectivement, prévalemment à l'intérieur de l'agglomération. Donc, sur certaines agglomérations, en fait, on peut passer d'un côté à l'autre de l'agglomération, même avec des mauvais transports, mais on voit beaucoup de gens qui le font. Merci. D'abord, merci pour ces discussions absolument passionnantes. J'avais une question et un commentaire, mais je ne résiste pas à l'envie de répondre à Maître Winkler sur la prise en compte du marché du travail dans les concentrations. Ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude, bien sûr, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, on pourrait imaginer des cas où le marché du travail serait considéré comme un marché amont, qui serait légitime de regarder dans le cas d'une concentration. Et à ce moment-là, il faudrait le définir, effectivement, géographiquement, mais aussi peut-être par qualification, par spécialisation, etc. Bon, mais on ne l'a jamais fait, mais on peut imaginer des cas où on le ferait. Mais il faudrait tout de même expliquer en quoi les conséquences de la concentration sur ce marché amont vont impacter le consommateur. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une considération autonome. Et s'il y a une considération autonome, ça sera au ministre d'en tenir compte en phase 3 s'il souhaite le faire, ce qui est toujours possible en droit français. Donc le ministre pourra toujours considérer qu'il y a des considérations sociales ou de compétitivité qui conduisent à une appréciation différente de l'appréciation en concurrence. Mais ça, c'est un processus complètement différent. J'avais un commentaire et une question. Le commentaire, c'est sur généralement, sur le lien entre politique de concurrence et politique sociale. Je souscris complètement à ce qu'a dit Maître Winkler sur le fait que les autorités de concurrence s'aventurent dans le champ social avec beaucoup de prudence et de circonspection à cause d'Albanie et aussi parce que dans un certain nombre de domaines, les règles ont été clarifiées et particulièrement pour les travailleurs indépendants, et ça a été dit très bien, à la fois avec les lignes directrices de la Commission de 2022, mais aussi avec l'ordonnance d'avril 2021 en France sur les travailleurs des plateformes, qui crée un cadre de négociation collective pour les travailleurs des plateformes. Donc ce cadre s'impose. Mais autant il y a eu alignement complet des préoccupations de concurrence et des préoccupations, disons, sociales quand on parle des travailleurs des plateformes. Et d'ailleurs, l'autorité de la concurrence a été associée à la rédaction des lignes directrices européennes et on les a complètement soutenues. Pourquoi est-ce qu'il y a alignement d'intérêts? Parce qu'il y a un rapport de force économique et qu'on cherche aussi à protéger des travailleurs qui sont aussi des entrepreneurs individuels et qui
qui sont dans un rapport de force économique défavorable. Donc là, il y a un alignement. On peut envisager des cas où il n'y a pas cet alignement. Donc, Maître Winkler a mentionné le cas d'un certain nombre de professions réglementées qui ont toujours les délices de l'autorité de la concurrence. C'est un sujet éternel. On pourrait imaginer d'autres cas, par exemple, et il y a eu des réflexions sur ce sujet en France. Hein, on pourrait imaginer un cas par exemple, d'extension d'accords de branche, où l'accord de branche aurait été négocié par des grandes entreprises, serait étendu à un certain nombre de petits acteurs avec des conséquences anticoncurrentielles pour ces petits acteurs. Je n'ai pas d'exemple particulier en tête, hein, donc voilà, c'est une discussion théorique qu'on a là, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, et où les préoccupations de concurrence et, disons, de droit de la négociation collective pourraient ne pas aboutir aux mêmes conclusions. Voilà. Donc, sujet à suivre. Mac, dernière petite question, plutôt peut-être pour les économistes. En écoutant cette discussion, je me demandais pourquoi la notion de marché biface ou multiface n'est pas utilisée de manière plus systématique pour étudier ces questions, puisqu'après tout, une entreprise, c'est l'endroit où le capital, le travail et des consommateurs se rencontrent. Hein, Jensen et Meckling disaient l'entreprise est un nœud de contrat. On pourrait dire l'entreprise, c'est un marché multiface. Ce serait une autre manière de le dire. Et pourquoi est-ce que voilà, la littérature sur les marchés bifaces n'a pas considéré plus systématiquement les questions liées au marché du travail? Pour les personnes qui nous suivent en ligne, c'était une intervention de Benoît Cœuré, le président de l'autorité de la concurrence. Je ne sais pas si vous voulez... Qui se lance? Je suis content d'intervenir. Alors, déjà, sur la dernière question, j'ai une réponse un peu trop facile, dans le sens que je pense que la vraie question est que pendant longtemps, les économistes du travail et les économistes de l'organisation industrielle et donc de la concurrence ne se sont pas parlé. Et donc, effectivement, on a cette littérature qui a été utilisée en organisation industrielle, mais plutôt pour des fournisseurs de biens et services dans les marchés en amont, qui ont une mobilité beaucoup plus grande que les mobilités des travailleurs. Mais je pense que c'est une littérature qui c'est en train de se développer, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, et on aura de belles surprises à court terme. Je pense que déjà vous, des travaux en cours en utilisant cette notion. Par contre, sur la question que vous avez évoquée sur le fait d'avoir un effet sur les consommateurs, disons, moi je dirais, vous prenez un parti, dans le sens que, comme vous savez mieux que moi, en fait, il y a un grand débat sur ce qu'on doit entendre pour le Consumer Welfare Standard, et on peut dire que les autorités américaines et les autorités portugaises, par exemple, ils ont pris un parti qui est différent du vôtre. C'est-à-dire, ils ont pris comme parti le fait que les travailleurs, donc l'extreme end of the market, aussi doit rentrer. Et donc, en fait, l'objectif de la politique de la concurrence est éliminer la rente n'importe où elle se trouve. Et là, on parle, par exemple, et l'exemple, encore une fois, agricole le montre bien, on parle, par exemple, il n'y a aucun effet sur le consommateur, mais par contre, on avait une rente qui était appropriée par l'entreprise. Et l'objectif de la politique de la concurrence est éliminer cette rente. Donc voilà, ça c'est la... Mais il y a des positions différentes, c'est un débat qui reste très ouvert avec des positions qui sont différentes. Moi, je voulais réagir sur la question des extensions d'accords de branche. Puisque justement, enfin, dans le cours de séminaire, on a vu pas mal de situations où finalement la protection des travailleurs et la protection de la concurrence allaient un peu dans le même sens, avec des outils qui du coup, ne se faisaient pas concurrence. Mais justement, dans cette situation des extensions d'accords de branche, une disposition qui est assez spécifique à la France d'ailleurs, d'étendre les accords conclus pour une branche à toutes les entreprises de cette branche. Cette mesure qui a pour finalité la protection des travailleurs d'une même branche pour appliquer voilà, les accords qui leur sont favorables dans toutes les entreprises, bah, finalement, ces mesures-là
peuvent avoir des effets anticoncurrentiels entre entreprises d'une même branche, notamment quand elles sont de taille très différentes et où voilà, des plus petites entreprises auraient plus de mal à émerger si les salaires sont trop élevés ou les conditions de travail trop favorables aux travailleurs. Donc, dans la préparation de ce séminaire, on voulait inviter aussi Sébastien Roux, qui est président du groupe Expert Extension, mais qui ne pouvait pas être présent. Mais voilà, cette situation qui est très spécifique à la France illustre aussi toute la complexité du sujet quand on cherche à appliquer les questions les concepts de concurrence au marché du travail où les objectifs sont parfois pas toujours alignés. Maître Winkler, vous voulez non, pas de réaction. Oui. Je pense, alors je vais être totalement impopulaire en disant ça, mais c'est les problèmes qui posent cette question, je pense, est la question de la représentativité des syndicats, en fait, qui en France est très difficile à définir. C'est-à-dire, on peut imaginer, je ne dis pas que c'est le cas, hein, donc soyons très très prudents, on peut imaginer dans un cas dans lequel les syndicats sont non représentatifs, qu'un groupe spécifique des salariés qui sont représentés par les syndicats s'accordent avec des grands groupes pour quelque chose qui protège leur intérêt, mais en fait ne protège pas l'intérêt des marchés. Or, avec un syndicat représentatif, moi je dirais que ça, c'est un risque très très limité. Et c'est pour cela que la situation pourrait être complètement différente entre les points que je faisais avant, qui se référaient à l'Allemagne. Or, en Allemagne, les syndicats tendent à être représentatifs et les organisations patronales l'étaient jusqu'au moment où on a commencé à introduire la possibilité pour une entreprise de ne pas participer à la négociation collective. Et à ce moment-là, on a vu la couverture de la négociation collective qui a baissé. C'est encore relativement élevé, mais c'est la moitié qu'en France, hein, donc ça reste vraiment très, très faible, surtout en Allemagne de l'Est. Et c'est pour cette raison-là qu'on a dû intervenir avec un salaire minimum qui n'était pas question en Allemagne avant ce moment-là. Et le salaire minimum augmente continuellement, par ailleurs, sans effet sur l'emploi. Donc, la situation peut être très différente. Alors, je ne me rentre pas dans les cas français spécifiques. Je ne suis pas suffisamment expert de la situation des relations professionnelles en France pour pouvoir le dire. Mais je pense que la question qui se pose doit être posée, cette question-là. Je sais qu'en Italie, cette question se pose sérieusement. Parce que dans certains cas, en fait, la législation est différente. Donc, en Italie, la législation permet ce qui s'appelle des contrats pirates, c'est-à-dire une petite organisation syndicale peut, n'importe laquelle, il n'y a besoin pas d'avoir aucun type de démontrer aucun type de représentation et peut signer avec l'entreprise en négociation collective. À ce moment-là, cette négociation collective est étendue et considérée valable par un tribunal. Le résultat est que cela permet exactement ce type d'accord potentiel parce qu'il peut agir en absence totale de contrepoids. En fait, je pense que c'est quelque chose où les autorités italiennes voulaient s'attaquer. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas dire de nouveau gouvernement parce que je ne sais vraiment pas. Mais vous voyez, c'est ça la question pour moi, ça doit se considérer dans l'ensemble de ces questions et après évaluer toutes les différentes bénéfices et coûts de différentes positions. Merci beaucoup. D'autres questions de la salle en ligne? Oui? Il y a le micro qui arrive. Merci beaucoup pour ces très enrichissants débats de ce matin. J'avais une question sur un cas qui n'a pas forcément été évoqué, qui est celui des joint ventures. Il n'est pas rare que des entreprises créent ensemble une joint venture, soit dans le cadre d'un accord de R&D, soit pour de la distribution de produits, que dans ce cadre-là, des salariés de l'une et l'autre, ou des unes et des autres, soient transférés à la joint venture, avec bien souvent, dans les contrats, des clauses de non-retour, puisque les opérateurs économiques considèrent que si le salarié d'origine de la société A retournait à la fin de l'objet de la joint venture chez son employeur d'origine, ce dernier bénéficierait très vraisemblablement d'informations plus favorables que ceux des autres membres de la joint venture, raison pour laquelle il est régulier de prévoir des clauses de non-retour. Quel est votre avis sur ces clauses de non-retour et leur impact sur la concurrence ?
Oui, merci de compléter cette lacune que j'aurais dû évoquer. Quand je parlais du M&A, des fusions-acquisitions comme un domaine dans lesquels les clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation sont courantes, et justifiées dans un certain nombre de cas, puisqu'il n'y a pas de transfert de la valeur de l'entreprise si on ne peut pas protéger ce transfert, notamment par des clauses de non-concurrence. Ce raisonnement-là s'applique bien sûr aussi au cas des joint ventures. Et typiquement, l'approche au moins de la Commission européenne consiste à dire que ce type de restrictions qu'ils appellent ancillaires, qui sont nécessaires à la création de la joint venture, ces restrictions sont valables pour la durée de la vie de la joint venture. Donc c'est extrêmement large comme exception. Alors que dans les cas des mergers ou des fusions-acquisitions, c'est en général la période qui est admise, c'est 2-3 ans au maximum. Et bien entendu aussi des limitations dans l'espace et sur le type d'activité économique qui est pertinente. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci. Je voulais juste réagir au débat sur Consumer Welfare Standard que vous avez soulevé. En réalité, alors même si ce n'était pas dans la qualification elle-même des pratiques ou dans la discussion des pratiques, mais dans le débat sur les sanctions et sur le dommage à l'économie, dans la vieille affaire travail temporaire, l'autorité avait regardé l'impact de l'entente à la fois sur les prix, donc sur le coefficient multiplicateur là, des agences d'intérim vis-à-vis des clients, mais aussi avait mentionné et débattu, il y avait même un peu de référence à la littérature marché du travail, économie du travail, qui était sur l'impact que les pratiques pouvaient avoir sur les salaires qui étaient proposés aux intérimaires qui étaient utilisés par les entreprises. Donc, ce n'est pas directement dans les pratiques, mais l'autorité était quand même allée voir l'impact sur le marché, plutôt amont cette fois, mais puisque l'aval était les entreprises qui étaient clientes des agences d'intérim, pour voir comment ça avait éventuellement pu affecter les travailleurs. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure ce séminaire. Merci beaucoup à nos deux intervenants. C'est vrai que juste avant le début de ce séminaire, vous nous disiez, Maître Winkler, que c'est la première fois que vous voyez ce sujet mis à l'honneur dans un séminaire. Et c'est vrai que quand on pense aux relations économiques entre employeurs et salariés, on pense au droit à l'économie du travail et moins systématiquement au droit de la concurrence. Et on l'a vu, hein, les multiples raisons qui font que les autorités de concurrence ont été assez discrètes sur ces sujets dans le passé. Mais voilà, on a vu aujourd'hui que les outils, le cadre d'analyse de la concurrence trouve aussi pleinement à s'appliquer à certaines situations et les outils à la disposition des autorités de concurrence peuvent venir compléter les institutions du marché du travail, la négociation collective par exemple. Donc une meilleure prise en compte des effets sur le marché du travail de pratiques légales telles que les clauses de non-concurrence ou illégales comme les ententes ou encore les conséquences sur le marché du travail des fusions, ça permettrait sans doute de mieux remédier aux déséquilibres de pouvoir de marché qui sont quand même souvent en faveur de l'entreprise malgré quelques exceptions comme ces extensions d'accords de branche. Merci beaucoup pour vos interventions et puis à bientôt pour le séminaire NAS dans les prochains mois. Merci.